Alors vous ne m'en voulez pas si je conseille ce Thomas Magnus. Elle sourit largement. Bien sûr que non. Et je regrette beaucoup la décision de Marianne. Je le lui ai dit. Vous pouvez aussi lui dire que si elle change d'avis, je suis toujours prêt à l'accueillir. C'est vrai? Oui. Ce qu'elle m'a prouvé, c'est qu'elle est prête à tout pour vous protéger. Je peux difficilement lui en vouloir pour ça. D'où elle se tenait, en haut de la colline, au nord-est de la ville, dans la partie la plus élevée et la plus ancienne du cimetière de la Garde, là où les tombes étaient couvertes de mousse et les dalles ébréchées, les noms effacés et à peine lisibles, Charlène Fox avait un point de vue général sur la nécropole et ses principales allées, avec en toile de fond, par-delà le mur de pierre qui marquait la limite sud du cimetière, par-delà la route qui longeait ce mur et la longue file de voitures privées ou officielles d'où étaient descendus les participants à la cérémonie, les premiers bâtiments de la haute ville, les toits inclinés, les aspérités et les rondeurs des principaux monuments, et plus loin, au-delà des limites incertaines de la cité, les premiers contreforts montagneux aux contours à moitié effacés par la brume. Vue d'ici, la zone d'activité qui s'étendait au nord et à l'ouest était à peine visible, de jour en tout cas, car la nuit, les enseignes, l'éclairage des routes et les affiches lumineuses diffusaient un halo qui concurrençait avantageusement celui des lumières de la ville. Par contre, à l'est, on discernait clairement une étendue rosâtre, constituée, si on y regardait de plus près, par les toits en tuiles industrielles du lotissement du Puiseux. Le lotissement s'étendait sur la colline éponyme comme une tache au contour mal défini. C'était une zone essentiellement résidentielle qui comportait un total de 800 pavillons occupés par plus de 3000 personnes, hommes, femmes, enfants. Les plus vieilles de ces maisons dataient d'un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui encore, on construisait au Puiseux. De façon moins systématique et soutenue, mais en moyenne, une demi-douzaine de nouveaux pavillons voyaient le jour chaque année à la périphérie de la zone, ou pour remplacer ceux qui étaient trop vétustes. Pour cette population périurbaine, 2 écoles primaires avaient été ouvertes au cours des ans, suivies par un collège, et on avait parlé d'ouvrir un lycée qui accueillerait les adolescents du Puiseux et ceux de toutes les campagnes environnantes. Il y avait aussi un centre commercial, des commerces de proximité, une petite église, un poste de police, une agence pour l'emploi. Ce lotissement était le premier titre de gloire des Dolph. Il leur avait permis, grâce à la triple conjonction de la vente des terrains, de la viabilisation et enfin de la construction, d'augmenter notablement leur fortune déjà considérable. Le seul problème, c'était que des études épidémiologiques indépendantes, effectuées depuis 10 ans et renouvelées tous les 2 ans depuis, indiquaient un taux anormalement élevé de maladies graves, et en particulier de cancer, dans la population du Puiseux, par rapport à la moyenne nationale. Ce taux, rapporté à la pyramide des âges dans cet échantillon plutôt jeune et actif d'employés et d'ouvriers, même si les retraités, comme partout, devenaient de plus en plus nombreux, paraissait encore plus suspect aux statisticiens. En revanche, d'autres statistiques officielles, celles-là, commandées par la mairie et le conseil général, étaient beaucoup plus rassurantes. Charlène connaissait 2 personnes vivant au Puiseux qui avaient été touchées. Un père de famille de son âge avec qui elle avait été en pension et un photographe qu'elle avait rencontré 3 ans plus tôt pour raisons professionnelles souffraient tous 2 d'un cancer du poumon alors qu'ils n'avaient jamais fumé. Sans rien connaître aux statistiques, elle avait trouvé que cela faisait beaucoup et avait commencé à se renseigner, pour découvrir qu'elle n'était pas la seule à s'inquiéter. Un jeune pharmacien et un professeur d'histoire, tous 2 vivant au Puiseux, avaient entamé des recherches sur leur quartier, et le peu qu'ils avaient pu trouver avait considérablement accru leur inquiétude, et celle de leurs proches. Cette tache rose sur la colline, se disait Charlène, est comme une tumeur, le symbole de tout ce qui ne va pas ici. Beaucoup plus près, en contrebas, devant le caveau des Dolph dont la grille était ouverte, la famille Dolph au complet s'alignait, silhouette noire sur fond blanc. Pas tout à fait au complet. Il manquait la jolie brune, la femme de Philippe, le plus jeune des frères Dolph. Charlène nota cette absence sans y attacher d'importance particulière. Il n'y avait pas une foule considérable, mais tout de même une bonne partie des notables de la ville étaient là, plus les curieux. La mairie avait fait distribuer des fleurs blanches à l'entrée du cimetière. Les croque-morts portaient le cercueil de Paul Dolph. La victime allemande était en voie de rapatriement dans son pays, entre le fourgon garé dans l'allée principale et le caveau, au pied duquel de grandes couronnes de fleurs étaient posées. La longue file ponctuée de points blancs qui s'étirait depuis l'allée principale attendait le signal pour se mettre en branle. Une cérémonie de bon ton, sans fausse note pour le moment, se dit Charlène. Sophie Haider, la patronne de la police urbaine, et le procureur Éric Salnave étaient en tête de file.
En pointant ses petites jumelles, Charlène remarqua d'autres personnalités, comme Fanny Gilardi, Bruno Valmer, Marianne Bell, Aladin Bouchard et sa femme Aurélie. Marianne n'était pas avec eux, mais plus loin, au milieu d'inconnus. Les photographes accrédités étaient regroupés plus bas, derrière des barrières métalliques, et les flashs crépitaient déjà. Charlène soupira et recula, prête à repartir, ne sachant pas très bien pourquoi elle était venue. Il n'y avait rien ici que de prévisible. Elle regarda autour d'elle, cherchant si d'autres observateurs profitaient du point de vue. Un instant, elle se demanda même si le tueur, ce mystérieux Thomas Magnus, observait lui aussi la scène d'une cachette. Cela paraissait peu vraisemblable. S'il n'était pas complètement stupide, il devait déjà être loin. En même temps, il n'était pas interdit de rêver. Quel scoop si elle pouvait l'interviewer, comprendre pourquoi il avait tué ces 2 hommes, et pourquoi le 18 mars. Elle pointa à nouveau ses jumelles sur les personnalités. Elle aimait bien l'allure de Sophie Heider, sa silhouette fine et droite, sa chevelure rousse flamboyante, seule vraie tache de couleur dans la file. En déplaçant ses jumelles, elle s'attarda aussi sur le profil de Salnave et de la femme qui l'accompagnait, une brune aux traits réguliers et à l'allure sévère. Salnave ne cessait de jeter des regards en direction de Sophie Heider, placée juste devant lui à sa droite, et la brune sévère, sa femme sans doute, paraissait s'en rendre compte. La brune prit possession du bras de Salnave, celui-ci se retourna vers elle, et Sophie Heider lança un regard, un seul dans leur direction, avant de s'écarter du couple. Était-ce fortuit ou bien... Le procureur et la commissaire avaient-ils d'autres activités en commun que la lutte contre le crime? Charlène rangea la supputation dans un coin de sa tête et continua à scruter la petite foule. Fanny Gilardi, la patronne du club de sport, dont certains prétendaient ici qu'elle était une sorte de Madame Claude en herbe et qu'elle connaissait tous les secrets de la ville, remontait petit à petit la file et s'arrêtait à la hauteur de Bruno Valmer. Elle lui adressait quelques mots et il hochait la tête en réponse sans la regarder. Elle, pourtant, continuait à parler et s'agrippait même à son bras. Était-elle cliente de l'avocat? De quelle affaire pouvait-il bien discuter?